Hello les bibliothécaires. Si vous voulez un peu de surnaturel, vous êtes sur la bonne vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche et laissez un petit like sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et maintenant, ouvrez bien vos oreilles. Bonjour chers amis bibliothécaires, ou plutôt, si vous avez vu le thème de la vidéo, devrais-je dire Konnichiwa. Car comme vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons aborder un sujet qui va nous amener au Japon, et plus particulièrement à parler d'une légende japonaise qui serait une légende de la femme des neiges, plutôt considérée, comme vous l'avez vu dans le titre, comme un yokai. Je vais donc vous parler de Yuki Onna. Mais avant tout cela, comme d'habitude, vous savez que je vous invite à vous asseoir bien confortablement, à vous prendre une petite boisson chaude ou froide, comme toujours, c'est selon votre envie. Et si vous voulez quelques petites choses à grignoter ou tout simplement vous poser et écouter cette vidéo en mode podcast, c'est à vous de le décider. En tout cas, si vous êtes prêts, bien installés dans votre position préférée, eh bien nous allons pouvoir commencer à vous emmener dans le monde des yokai. Mais mettez votre petite couverture ou votre petit manteau, car nous allons dans un Japon hivernal, donc il risque de faire un petit peu. Imaginez-vous maintenant dans le Japon ancien. Nous sommes pendant les profondeurs hivernales, la neige recouvre d'un blanc immaculé tout le territoire. Et vous voyez une sorte de silhouette un peu mystique qui passe comme ça et qui se détache dans les montagnes. Cette silhouette, on la nomme Yuki Onna, ou en traduction, la femme des neiges. On dit d'elle qu'elle est belle et terrifiante, qu'elle incarne la dualité du froid hivernal, mais qu'elle peut être aussi tout aussi sublime qu'impitoyable. Mais au final, qui est-elle vraiment? Est-elle une simple légende? Ou l'écho d'une vérité ancienne? C'est ce que nous allons tenter de découvrir dans cette vidéo, bien sûr. Pour la présentation la plus simple, sachez que Yuki Onna signifie donc Yuki neige, Onna femme en japonais, donc femme des neiges. C'est un esprit, ou plus particulièrement un yokai, du folklore japonais. Souvent on la décrit comme une femme qui a une beauté éthérée avec une peau plutôt pâle comme la neige, des cheveux noirs ou blancs, cela dépend des versions, et des yeux assez perçants. Sa présence est souvent associée à l'hiver et aux tempêtes de nuit. Son nom le plus courant bien sûr est Yuki Onna, mais selon certaines légendes, elle peut avoir d'autres noms et d'autres significations. Alors accrochez-vous bien parce qu'il y en a quand même une petite dizaine, nous allons dire, même si je les ai pas comptés, puisque elle peut porter également le nom de Yuki Musume, qui veut dire fille des neiges, Yuki Hime, princesse des neiges, Yuki Onago, fille des neiges, Yuki Joro, femme des neiges, Yuki Anessa, sœur des neiges, Yuki Onba, grand-mère de neige ou nounou des neiges, Yukimba, sorcière des neiges, plus particulièrement à Ehime, Yuki Furi Baba, sorcière des chutes de neige, et là c'est un peu plus à Nagano, et elle peut aussi porter plusieurs noms liés aux glaçons, comme par exemple Tsurara Onna, Kanekori Musume et Shigama Niobo. Pour savoir d'où nous vient cette fameuse légende et donc l'origine de cette Yuki Onna, il faut nous replonger dans les légendes folkloriques, comme je vous le disais, du Japon ancien et donc de l'ancien temps. C'est dans un certain Sogi Shokoku Monogatari, qui a été écrit par un poète Ringa Sogi, et qui date de la période Muromachi, qu'on peut découvrir l'évocation de la Yuki Onna, qu'il aurait découvert donc lors d'un séjour dans la province d'Echigo, qui aujourd'hui a changé de nom. Et si vous voulez vous repérer un peu ou aller voir à quoi ressemble maintenant cette ancienne province d'Echigo, c'est la préfecture de Niigata actuellement. C'est la première trace que l'on a, on va dire officielle, du moins écrite, de la Yuki Onna. Ce qui n'implique pas forcément que c'est la légende a débuté fatalement à cette époque de Muromachi. Peut-être qu'on en parlait avant, mais qu'il n'y avait aucune trace écrite. Quoi qu'il en soit, c'est la première trace écrite que l'on retrouve de ce yokai. Où pourrait se trouver cette Yuki Onna, si jamais vous avez envie de chercher et voir si elle existe? Bien, sachant qu'il y en a plusieurs selon, là encore, les préfectures du Japon, vous risquez d'avoir une liste impressionnante d'endroits à aller chercher. Alors certains d'entre vous peut-être se demandent depuis le début ce qu'est un yokai. Pour vous faire simple, généralement, les yokai comme la Yuki Onna, ce sont des êtres surnaturels, ça peut être des démons oni aussi,
ou des monstres, des mauvais esprits, des fantômes, ou même un phénomène en soi, un phénomène étrange qui se serait passé au Japon que l'on peut mettre dans cette catégorie de yokai. Si on regarde vraiment dans les yokai les plus connus au Japon, Yuki-onna n'est pas vraiment la plus répertoriée, nous allons dire. C'est pas la plus répandue. Cependant, elle reste quand même assez connue au niveau des Japonais qui vivent dans les montagnes ou dans les zones de grand froid de l'archipel, vu que l'on peut la rencontrer dans ces fameuses zones. Puis petite anecdote, sachez que s'il y a beaucoup de ces fameux yokai au niveau du Japon, c'était surtout qu'à l'époque, et je pense que ça fonctionnait aussi pareil, aussi bien en Europe qu'en Amérique ou autres civilisations, nous n'avions pas, toute la science que l'on connaît maintenant et toutes les études nécessaires pour savoir que tel phénomène, tel vent est dû à telle chose. Enfin voilà, tout ce qui était, on va dire, naturel pour eux n'avait pas vraiment d'explication assez rationnelle. Certaines choses, mais pas forcément toutes. Du coup, à ces époques-là, surtout au moment féodal, eh bien tous ces phénomènes étranges qui, pour nous aujourd'hui, sont tout à fait normaux, comme par exemple les séismes, les inondations, les tremblements de terre, tout ça, eh bien on disait que c'était lié à des forces surnaturelles, et on disait donc que c'était ces fameux yokai qui provoquaient cela. Maintenant vous savez un peu mieux ce qu'est un yokai, revenons-en plus précisément à qui est la Yuki-onna et à quoi elle ressemble. Même si, comme je vous l'ai dit, on peut avoir différents récits la concernant et différentes légendes, différents endroits où on peut possiblement la trouver avec des noms plus ou moins différents, sa description, elle est très souvent la même. C'est plus son action envers les gens qui peut différer. En ce qui concerne son apparence, on reste sur un yokai, donc une femme, d'une beauté sans pareille, avec une peau très pâle, bien blanche, qui serait apparemment aussi froide que la glace. On dit qu'elle peut avoir les yeux légendaires d'un violet profond et de longs et beaux cheveux blancs ou noirs. En ce qui concerne son habillement, elle porterait un kimono japonais blanc avec une ceinture que l'on appelle obi, qui se confondrait avec la couleur de la neige. On dit que sa beauté est éternelle, telle la blancheur des glaciers. Et même si elle a une beauté éternelle et qu'elle pourrait vous faire envie, sachez que la Yuki-onna n'est pas forcément très amicale, car celle-ci peut attaquer ses victimes. Pour cela, elle va s'approcher lentement de sa proie et aspirer par la bouche leur force vitale. Alors comme ça, de l'extérieur, on pourrait dire que ça ressemble juste à un baiser entre un homme et une femme. Mais sachez que lorsque la Yuki-onna vous embrasse, chers amis hommes, eh bien, vous allez vous congeler comme des statues de glace et mourir doucement dans la froideur de la nuit d'hiver au clair de lune. Malheureusement pour vous, chers messieurs, avec sa beauté, c'est le plus souvent une Yuki-onna un peu sans pitié qui est décrite. Cependant, quelquefois, il lui arrive de retrouver un petit cœur qui bat, car sachez que la Yuki-onna, pour un yokai, peut se marier. Elle peut même vivre parmi les humains et même tomber amoureuse. Même si c'est une déesse nippone immortelle, vous vous doutez donc qu'elle ne peut pas vieillir. Elle sait très bien que si elle fait cela, un jour, l'identité qu'elle essaie de cacher va être révélée au grand jour. Puisque comment expliquer aux gens que vous ne vieillissez pas? Vous ne pouvez pas vivre 150, 200 ans sans une ride, ce n'est pas possible. C'est pour ça que même si elle a ses droits, la plupart du temps, la Yuki-onna va préférer se dissimuler près des routes de montagne et attaquer les voyageurs qui auraient le malheur de se perdre dans la forêt. On dit même d'elle qu'elle aurait certains pouvoirs. Elle serait apparemment capable de manipuler la neige et le froid, et ce serait souvent pour piéger ses victimes dans des tempêtes de neige. Dans certaines histoires, comme je vous le disais, elle est plutôt là pour aspirer l'énergie vitale des voyageurs. Elle va donc les geler à mort avec un baiser bien glacé comme il faut. Elle aurait aussi comme propriété la possibilité de flotter au-dessus de la neige. Comme ça, elle ne laisse aucune empreinte dans celle-ci. Et c'est pour ça d'ailleurs, dû à ce flottement, que dans certaines légendes, on pense souvent qu'elle n'a pas de pied vu qu'elle ne laisse pas d'empreinte. Or, ce n'est pas qu'elle n'a pas de pied, c'est tout simplement qu'elle flotte pour ne pas laisser d'empreinte. Elle aurait aussi la capacité de se transformer en un nuage de neige ou même en brume si jamais elle se sent trop menacée. Si on en revient un petit peu à son caractère, comme je vous le disais un peu plus tôt,
La Yuki-onna a plutôt un caractère qui correspond à son origine de vivre dans les montagnes. C'est vraiment la personnification de l'hiver, des tempêtes de neige, du froid, etc. Et jusqu'au XVIIe siècle environ, elle était vraiment essentiellement considérée comme cruelle. C'est-à-dire qu'on disait qu'elle tuait des personnes innocentes, qu'elle les faisait mourir de froid, alors même jusqu'à aspirer leur sang, en plus de leur énergie vitale, que l'on appelle ki en japonais, comme une sorte de vampire ou de succube. Mais après ce XVIIe siècle, on a commencé à trouver, on va dire, un meilleur côté de la Yuki-onna. Comme l'hiver et la neige. L'hiver et la neige ne sont pas forcément que des choses mauvaises. Sachez que, comme je vous le disais, la Yuki-onna peut avoir un cœur. Il lui est arrivé, parfois, de laisser ses victimes s'échapper. Et cela pour des raisons totalement variées. Du coup, au fil des ans, on est passé d'une Yuki-onna tout à fait cruelle à une Yuki-onna qui avait finalement peut-être un bon fond de temps en temps, à en arriver à aujourd'hui à un personnage et un yokai qui ils dépeignent de façon un peu plus humaine. Elle a toujours cet aspect fantomatique, surnaturel, mais il arrive beaucoup plus que dans certaines histoires, celle-ci ne soit pas seulement là pour tuer des gens ou prendre leur âme ou quoi ou qu'est-ce, mais qu'elle soit aussi là quasiment de façon égale pour aider les personnes qui s'égarent dans la montagne. Vous vous doutez que, en vous évoquant le fait qu'il y ait des légendes la concernant, j'allais vous parler de ces légendes. Il y en a une très connue, et j'en ai trouvé 2 autres en plus. Donc je vais vous raconter 3 légendes qui sont apparemment les plus connues de tout le Japon. Mais commençons tout d'abord par évoquer ces légendes anciennes. Comme je vous le disais, n'oubliez pas, petit rappel si jamais vous avez déjà oublié, les premières traces écrites de la Yuki-onna ont été faites à la période Muromachi, donc c'était une période qui s'étalait de 1333 à 1573, pour vous prouver avec les dates que c'est assez ancien. Et on va commencer avec la première légende qui serait assez connue au Japon, et je terminerai avec la plus connue que vous retrouverez la plupart du temps lorsque vous faites des recherches concernant la Yuki-onna. La première légende s'intitulerait tout simplement la femme des neiges. Dans cette histoire, ce serait un moine, Sogi, qui décrirait sa première rencontre avec cette créature des neiges alors qu'il sortait de sa maison un jour de tempête. Il va alors parler d'une très belle jeune femme japonaise qu'il fixait intensément du regard dans son jardin qui était complètement gelé par le feu. Elle avait un visage splendide et délicat, blanc comme la neige. Il fut tout d'abord surpris par la couleur de ses cheveux, qui eux aussi étaient blancs comme la neige. Elle était vêtue d'un simple kimono de couleur blanche. Son habit, dit-il, était même presque translucide. Sogi fut alors surpris que ce kimono, pour qu'il soit à ce point translucide, ce soit un kimono assez léger, donc plutôt un kimono d'été, et que celui-ci donc ne pouvait pas la protéger du froid qu'il faisait à ce moment-là. C'est là qu'il en déduit que cette personne ne pouvait pas être humaine si elle pouvait survivre ainsi dans une journée glaciale et enneigée avec un si léger kimono. Il décida de s'approcher d'elle pour lui parler, mais elle disparut. Il va raconter ce qui lui est arrivé à d'autres villageois, et il va apprendre qu'il y aurait une histoire d'une certaine Yuki-onna qui serait l'esprit japonais de la neige et qui apparaîtrait lors de fortes chutes de neige. Vous allez le voir de toute façon que les histoires et les mythes entourant la Yuki-onna, ils sont tous vraiment très différents en fonction des régions de l'archipel, des préfectures, de où vous êtes au Japon en finale. Et je n'ai bien sûr pas pu vous parler de toutes, sinon il aurait fallu 3-4 vidéos parce que il y a tellement de formes de la Yuki-onna, ça aurait pris vraiment beaucoup de temps. Donc j'ai vraiment pris les 3 légendes que je vais continuer avec la seconde juste après, et quelques exemples ensuite pour essayer de faire au plus court, même si vous le savez, généralement, je me laisse aller à parler et la vidéo risque d'être plus longue que prévu. 1 an est passé, mais je n'ai pas changé, comme vous pouvez le remarquer. En tout cas, pour en revenir à nos légendes, vous allez voir que certaines légendes, comme celle-ci, parlent d'elles comme tout simplement un esprit qui se balade parmi les vivants et qui peut disparaître si elle se sent trop approchée. Par contre, d'autres récits vont plutôt la décrire comme un yokai, comme je vous le disais, assez méchant, cruel. C'est un petit peu ce qui arrive avec la deuxième légende, puisqu'elle serait aussi surnommée la vampire des neiges. Sachez que jusqu'au XVIIIe siècle, la Yuki-onna était plutôt décrite comme un démon japonais. On dit d'elle qu'elle hantait les abysses des forêts enneigées en quête de nourriture.
Elle pourrait vivre éternellement en suçant l'énergie vitale des humains. Là encore, on en revient à cette fameuse cruauté qui dit qu'elle tuerait ses proies en les embrassant, en les faisant geler à mort. Dans cette légende, si par malheur vous deviez croiser la route de Yuki-onna, sachez quand même que vous avez un moyen de lui échapper. Tout n'est pas perdu. Vous devez surtout ne jamais engager la conversation. Si c'est elle qui commence à vous parler, surtout ne lui répondez pas. Même si elle insiste, faites comme si vous ne la voyez pas. Puisque elle a le même principe un petit peu que ces vampires hollywoodiens que l'on voit dans les films, séries, etc. C'est-à-dire que la Yuki-onna a besoin d'être invitée pour pénétrer dans une maison pour nous, nos vampires occidentaux. Et donc là, elle doit être invitée à pouvoir parler avec vous pour ainsi se rapprocher de vous et tenter ce fameux baiser qui vous tuera. Si vous faites comme si elle n'existait pas, vous ne lui parlez pas, eh bien, vous ne l'invitez pas. Et là, vous serez tranquille car elle ne pourra pas vous attaquer puisque vous ne lui avez donné aucune permission. Et pour rester un petit peu dans ce côté, nous allons dire, méchant de la Yuki-onna, alors ça n'a rien à voir avec le côté vampire, mais j'avais envie de vous le mettre à ce moment-là, puisqu'on parlait d'un côté plutôt neutre, là on évoque le côté plutôt méchant, et ça reste un petit peu dans la même veine d'une légende d'une pièce de théâtre qui a rapport avec la Yuki-onna, puisque apparemment celle-ci n'aurait pas été uniquement un esprit de la neige. Il y a une pièce de théâtre qui est une pièce de marionnette, Bunraku, qui s'appelle tout simplement Yuki-onna Gomai Akoita, fait par Shikamatsu Monzaemon. Alors, ça serait une traduction, les 5 bataillons de Yuki-onna. Bon, comme vous aurez compris au titre, cette pièce de théâtre parle de ce yokai et parle d'un fantôme ténébreux qui serait à la recherche de vengeance. Pour vous faire le petit synopsis de cette pièce, on dit que, après avoir trompé son mari, celui-ci l'aurait amenée dans la forêt pour l'assassiner. Elle va alors prendre le nom de Yuki-onna et décider de se venger. Synopsis très court, mais il fallait quand même, si jamais cela vous intéresse ou si vous voulez en savoir plus, c'était important de le noter quand même. En ce qui concerne les autres choses culturelles, comme vous le savez, j'en parlerai en fin de vidéo. Maintenant, nous allons évoquer la légende la plus connue, c'est le conte de Minokichi. Celui-ci dit « Alors qu'une effroyable tempête sévissait sur la forêt, un bûcheron du nom de Mosaku et son apprenti, Minokichi, âgé de 18 ans, se réfugièrent dans une petite cabane au milieu de la forêt. Pendant la nuit, le feu dans la cheminée s'est éteint et le froid va réveiller Minoki. C'est alors qu'il va voir dans la petite pièce une jeune femme d'une grande beauté et vêtue d'un kimono blanc. Elle avait la peau d'une blancheur irréelle, de longs cheveux noirs et des lèvres bleues. Quand elle marchait, elle semblait glisser au-dessus du sol. Elle se pencha sur le vieux bûcheron et souffla son haleine glaciale au visage de celui-ci. Puis elle se retourna vers le jeune homme. Celui-ci, bien sûr, était tétanisé par la peur. La Yuki-onna fut prise de pitié devant son jeune âge et sa beauté juvénile. Elle lui aurait dit « Je ne vous tuerai point si vous promettez de ne jamais raconter ce que vous avez vu ce soir. » Le lendemain matin, Minokichi se réveilla et se rendit compte du décès de son patron. Mais il n'aurait pu dire si ce qu'il avait vu lors de cette terrible nuit était tout simplement un rêve ou si c'était vraiment ce qui s'était passé. Plus tard, le jeune apprenti va rencontrer une jeune femme très belle qui se nommait Oyuki. Il ne tarda pas d'ailleurs à l'épouser. Ils vont avoir de nombreux enfants et passer de merveilleuses années ensemble. Un jour, alors qu'il était en train de la regarder coudre, cela va lui échapper et il va lui raconter l'histoire de cette fameuse étrange nuit où il avait rêvé, ou peut-être réellement rencontré, il ne le savait toujours pas, cette fameuse reine des neiges, Yuki-onna. Malheureusement pour lui, il se trouve que Oyuki n'était autre que la Yuki-onna elle-même. Comme il lui avait promis de ne parler à personne de ce qu'il avait vu, même si cela était à elle qu'il faisait la confidence, ne sachant pas qu'elle était la Yuki-onna, celle-ci se mit en colère et elle l'abandonna. Elle épargna sa vie tout simplement pour qu'il puisse continuer à s'occuper de leurs enfants. Mais elle lui promit de revenir pour le châtier si jamais celui-ci n'était pas un bon père pour eux. Après lui avoir fait cette promesse, elle s'est transformée en une sorte de brouillard blanc et elle a disparu par le trou de la cheminée. Voilà pour ce qui est la légende la plus connue. Mais accrochez-vous, comme je vous le disais, même si je n'y ai pris que
quelques exemples. Selon la région ou la préfecture, encore une fois, les récits, ce qu'elle fait aux gens peut vraiment varier. Là, j'ai dû prendre peut-être seulement un tiers des exemples donnés et je suis sûre qu'il doit même y en avoir plus que ça. Si nous partons plus dans la région d'Ojiya, dans la préfecture de Niigata, on dira qu'une belle femme est venue rendre visite à un homme et qu'elle est devenue son épouse grâce au désir de la femme elle-même. Au début, cette femme aurait été réticente à entrer dans le bain, mais on l'a forcée. Malheureusement, une fois qu'elle est entrée dans son bain, elle a disparu, ne laissant que de minces glaçons fragmentés et flottants. Et là, on parlerait plus donc d'un autre nom la concernant, c'est-à-dire la Tsurara Onna. Dans la région de Kaminoyama, à Yamagata, une Yuki Onna venait rendre visite à un vieux couple par une nuit enneigée pour pouvoir se réchauffer. Tard dans la nuit, celle-ci devait repartir en voyage. Le vieil homme va tenter de lui prendre la main pour la stopper et l'empêcher de partir, mais lorsqu'il la toucha, il va s'apercevoir qu'elle était glacée. C'est alors que sous ses yeux, la jeune fille va se transformer en un tourbillon de neige qui est sorti de la maison par la cheminée. On dit aussi que la Yuki Onna aurait quelques points communs avec le Kokakusho. Par exemple, la nuit, lors d'un blizzard, alors que le Yuki Onna se tenait là, serrant un enfant dans ses bras, elle demandait aux gens qui passaient de serrer également cet enfant dans leurs bras. Dès qu'ils étreignaient l'enfant, celui-ci devenait de plus en plus lourd, jusqu'à ce que vous soyez complètement recouvert de neige et que vous mouriez de froid. Vous pourriez vous dire que vous pouvez tout simplement refuser de l'aider à réchauffer cet enfant. Mais si vous le faisiez, celle-ci vous poussait dans une vallée enneigée pour y provoquer votre mort. Si nous partons maintenant à Hirosaki dans l'Aomori, on raconte qu'un guerrier, donc un bushi, s'est vu demander par une Yuki Onna, là encore, d'étreindre un enfant. Mais le guerrier qui tenait un sabre court cherchait de trouver un moyen de pouvoir étreindre l'enfant sans lui faire de mal. Donc il prit celui-ci et il fit passer, sans le vouloir, la lame très près de la tête de l'enfant. Ce petit geste va lui permettre d'éviter de se faire submerger par la neige et de mourir. Je crois qu'on peut dire qu'il peut dire merci à son sabre court. Une fois qu'il a senti que l'enfant était un peu plus chaud, il l'a redonné à la Yuki Onna, qui lui a alors offert de nombreux trésors en remerciement de l'étreinte qu'elle avait effectuée sur l'enfant. Concernant le poids qu'elle vous fait peser de plus en plus lourd jusqu'à votre mort, il paraîtrait même, donc dans l'Aomori bien sûr, que si vous réussissez à supporter ce poids qui vraiment devient de plus en plus un fardeau, et qui peut donc vous tuer, comme vous l'aurez compris, de ce petit enfant, et que vous réussissez à tenir jusqu'au bout, du moins jusqu'à temps que la Yuki Onna soit satisfaite, celle-ci en remerciement vous ferait acquérir une grande force physique. Si nous allons dans le village d'Oshika, dans le district de Tohaku, préfecture de Totori, qui aujourd'hui s'appelle Misasa, on raconte qu'une Yuki Onna arrive partant de neige légère et dirait Kori goseyu gose, donne-moi de la glace, donne-moi de l'eau chaude. Gose, c'est un mot dialectal qui veut dire donne-moi. Et elle dirait cela tout en agitant une baguette blanche. Elle se gonfle lorsqu'on l'asperge d'eau et disparaît lorsque celle-ci est de l'eau chaude. Dans les préfectures d'Iwate et de Miyagi, on pense que les Yuki Onna volent la vitalité des gens. À la préfecture de Niigata, elle serait moins gentille avec les enfants que le fait de les étreindre, comme parlait il y a quelques secondes ou minutes, puisque là, on dit d'elle qu'elle enlèverait le foie des enfants et qu'elle les ferait mourir de froid. À Nishimonai, dans la préfecture d'Akita, le fait simplement de regarder le visage d'une Yuki Onna et d'échanger des mots avec elle amènerait votre mort. Dans la préfecture d'Ibaraki, et dans la province d'Iwaki, préfecture de Fukushima, il est dit que si l'on ne répond pas à l'appel d'une Yuki Onna, elle vous tuera en vous poussant au fond d'une vallée. Vous l'avez vu, il y a vraiment beaucoup d'histoires sur ce yokai, qui diffèrent selon la province, la région japonaise, et le mythe raconté peut être très différent. Et vous l'aurez compris aussi que sa légende, au fil des années, est passée d'une femme démon à une femme qui peut avoir un cœur, à maintenant une femme qui serait un peu plus humaine que ce qu'elle était au départ. Mais là encore,
faut vraiment se rendre compte de tous les récits, et nous n'avons pas le temps dans cette vidéo de faire tous les récits à proprement parler, et de tous les dérivés du mot de la Yuki-onna, mais c'est vraiment en étudiant tous ces récits qu'on voit cette évolution, en fait, de vraiment personnages vraiment irréels, à un esprit qui serait plus proche de ce que serait un être humain capable de vivre avec nous, etc. Généralement, lorsque l'on évoque les histoires de la Yuki-onna, on parle principalement d'histoires assez tristes, amenant la mort. Et ces histoires ont souvent commencé avec des personnes qui avaient vécu une vie assez morose. Par exemple, des vieux couples qui n'avaient pas eu d'enfants et qui malheureusement en désiraient un sans pouvoir l'avoir. Ou bien des hommes qui ont fini seuls à vivre dans les villages de montagne. On dit que ceux-ci entendaient alors le bruit d'un blizzard qui frappait à leur porte, et ils imaginaient une chose qu'ils désiraient depuis longtemps, mais que malheureusement n'était jamais arrivée, comme par exemple le vieux couple qui désirait plus que tout un enfant, mais qu'il n'était jamais venu. Eh bien, on dit que une fois que le blizzard serait passé, ces gens, tristes quelque part, auraient vécu une vie dans le bonheur, et qu'ils avaient eu enfin ce qu'ils avaient désiré, mais malheureusement dans un fantasme aussi éphémère que la neige. Donc quelque part, est-ce pas encore plus terrible? Et généralement, quand on parle aussi de blizzard, de Yuki-onna, on a aussi un sentiment de peur qui vient en premier. Si on regarde dans le Tono Monogatari, là le bruit du fameux blizzard, qui fait après donc un shoji extérieur, qui s'appelle donc un shoji tasuri, ça veut dire qui frotterait un shoji, si vous voulez, eh bien, cela serait lié à une coutume qui dit que les enfants qui sont couchés tard s'endorment rapidement lorsque la Yuki-onna viendrait frotter le shoji en question. Dans certains dictons, on dit que les choses que l'on désire ardemment sont placées dos à dos avec la peur. Et ce qui renforce la croyance de la Yuki-onna, c'est que on croit que l'hiver est la saison où les dieux viennent en visite, et que si on ne leur rend pas hommage, des choses terribles pourraient alors se produire. Même si à ce moment-là, on parle de choses auxquelles on aspire, trouver une femme, avoir un enfant, il ne faut malheureusement pas trop s'y fier. Parce que même si, comme vous l'avez vu, la Yuki-onna pourrait vous offrir ce bonheur serait qu'éphémère. Donc mieux vaut quelque part vivre sans ce bonheur que vous voulez que l'avoir et être encore plus déprimé puisqu'on vous l'a donné une journée et qu'il va disparaître le lendemain. Comme vous l'aurez compris, il est difficile vraiment de qualifier la Yuki-onna. Peut-on dire d'elle qu'elle est méchante? Peut-on dire d'elle qu'elle est plus humaine? C'est vraiment selon les récits. On ne peut pas dire que telle personne, son récit est plus valable qu'une autre. Une légende reste une légende. Et comme toutes les légendes, me direz-vous, enfin, du moins généralement comme toutes les légendes japonaises, nous allons la retrouver dans la culture populaire. Donc littérature, musique, films, séries, animés, etc. En ce qui concerne la littérature, vous avez une série de romans où la Yuki-onna a inspiré des romans qui s'appellent Les Outrepasseurs, qui seraient écrits par Cindy Van Wilder. Son personnage, c'est, désolé pour la prononciation, Snezkaija, la Reine des Neiges. En ce qui concerne la musique, un groupe de métal progressif qui s'appelle Symphony X va écrire une chanson concernant la Yuki-onna dans son album Twilight in Olympus. Il a appelé tout simplement cette chanson Lady of the Snow, donc la femme des neiges. Le groupe Within Temptation, lui, va écrire une chanson du nom de Ice Queen, la femme de glace, qui parle d'une entité qui pourchasse ses victimes dans un monde de glace et qui pourrait éventuellement faire référence à la Yuki-onna. Un groupe de death metal finlandais, qui s'appelle Whispered, a écrit une chanson qui s'intitule Lady of the Wind, donc la femme du vent, qui parlerait de la légende de la Yuki-onna. Et cette chanson peut se retrouver dans leur album Shogunate Macabre. En ce qui concerne les films, vous pouvez voir la Yuki-onna apparaître dans plusieurs films, bien sûr, comme par exemple The Great Yokai War de Takashi Miike, ou bien Rêve de Akira Kurosawa et Ishiro Honda, et dans Kwaidan de Masaki Kobayashi. Vous pouvez également la retrouver dans Dark Side, les contes de la nuit noire, dans un segment qui s'intitule Lover's Vow, qui serait donc très fortement inspiré de la légende de la Yuki-onna, mais cette fois-ci avec une fin beaucoup plus tragique. Et là où on va beaucoup plus retrouver la présence de la Yuki-onna,
ce sont dans les mangas et les animés. Donc je vais vous faire une liste non exhaustive si cela vous intéresse, hein, bien sûr. Vous en avez des tas d'autres. Moi, je vais essayer de vous en donner juste une petite partie. Donc vous pouvez retrouver la Yuki Onna dans le manga One Piece de Eiichiro Oda. En ce qui concerne Monet, la harpie qui est surnommée la femme neige. Elle apparaîtrait aussi dans l'animé Les Super Nana Zeta, où une Yuki Onna apparaît dans l'épisode Gros Filou est amoureux. Aussi dans un animé que nous connaissons aussi, hein, Yokai Watch, où Angélique et Bizarria sont considérés comme des Yuki Onna. Là encore, nous restons dans du assez connu pour tous ceux qui aiment les animes japonais. Dans Bleach, l'arc révolte des Zanpakutos, l'esprit du sabre de Rukaya, Sodeno Shirayuki, serait une très belle femme vêtue de blanc et manipulant la glace, comme la Yuki Onna. Là, nous allons évoquer l'un des plus grands animes que tout le monde connaît, Pokémon. Et oui, dans Pokémon Diamant et Perle, dans l'épisode 116, le Pokémon Momarty serait inspiré de la Yuki Onna. Et là, pour le petit dernier, c'est juste pour ma nostalgie à moi. Dites-moi que je ne suis pas la seule à connaître cet animé et à aimer cet animé, qui est Sakura, chasseuse de cartes, créée par Clamp, où il y a une fameuse carte des neiges, The Snow, qui est également inspirée de la Yuki Onna. Vous pouvez retrouver cette carte que Sakura va donc chercher et trouver dans l'épisode 36, la rentrée scolaire. Que dire? Je sais que ça vous fait beaucoup d'informations à digérer et que je peux être très bavarde parfois et quelque peu peut-être vous embrouiller et je m'en excuse. Ma personnalité est comme ça et même si j'essaye quand même de faire au mieux pour essayer d'être le plus clair possible, c'est comme on dit, chasser le naturel, il revient au galop. Donc j'espère que vous me pardonnerez ça et que au moins vous comprenez le sens global de cette vidéo et que vous en savez un peu plus maintenant sur la Yuki Onna. Donc comme vous l'aurez compris avec ces quelques mots, c'est ainsi que va s'achever notre voyage à travers le Japon, ses légendes nippones et donc la légende de Yuki Onna. Cette figure qui est à la fois belle et énigmatique et qui symbolise aussi bien la beauté que la dangerosité de l'hiver. Vous avez pu voir dans ce que je vous ai expliqué qu'à travers les siècles, elle a bien sûr captivé l'imaginaire collectif au point d'en avoir fait des légendes un peu partout dans chaque préfecture ou région du Japon. Et que aussi comme la nature, elle peut être aussi magnifique, elle a aussi son côté implacable. Malgré tout cela, la Yuki Onna va demeurer une figure emblématique du folklore japonais et va incarner une fascination pour l'inconnu et l'étrange, comme d'autres figures ou d'autres thèmes, soit évoqués ou évoqués prochainement sur Tien. Après, c'est soit vous croyez à cette légende et vous prenez celle-ci plutôt comme un avertissement de pas vous balader seul dans les montagnes du Japon, ou soit vous vous dites tout simplement que ce sont juste des légendes à se raconter les soirs d'Halloween entre potes autour d'un feu. C'est à vous de savoir comment vous prenez ces histoires. Moi, je ne fais que vous rapporter celles-ci. En rien, je ne vous force à y croire ou à ne pas y croire. Ce qui est sûr, c'est que cette figure de la Yuki Onna est présente dans les contes populaires japonais et qu'elle invite pas mal à réfléchir sur les mystères qui nous entourent. Dites-vous que peut-être un jour, vous ferez peut-être un voyage au Japon. Et si vous vous aventurez seul dans la neige, dans les montagnes, vous allez peut-être entendre un vent, un petit blizzard, un souffle glacé. Peut-être que ce sera la Yuki Onna qui vous fera comprendre qu'elle est là. Ou peut-être tout simplement ne serait que du vent. En tout cas, souvenez-vous, au Japon plus particulièrement, il y a certaines légendes qui sont faites pour être respectées. Et sachez que la Yuki Onna est l'une d'entre elles. Donc faites attention à vous. Comme vous l'aurez compris, mes chers amis, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas que vous aurez apprécié celle-ci. Comme d'habitude, vous savez que vous pouvez me montrer de différentes façons que vous avez aimé ce travail de recherche et cette vidéo, soit en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait, en activant la petite cloche pour recevoir la fameuse petite notification qui aide à chaque fois tout petit youtubeur tel que je suis. Vous pouvez me laisser un commentaire sous la vidéo pour me dire ce que vous avez pensé de celle-ci ou m'offrir d'autres pistes sur des yokai dont vous voudriez que je parle. Vous pouvez aussi partager la vidéo bien sûr et liker celle-ci, ça fait toujours plaisir. Si jamais vous êtes trop timide pour laisser un commentaire, le petit like ça vous prend 2 secondes pour appuyer sur le petit pouce.
Voilà, nous pouvons fermer donc le livre concernant la Yuki-onna, le ranger dans la bibliothèque. Et je crois qu'il va être temps pour moi, en tant que gardienne de cette grande bibliothèque du surnaturel, de fermer les portes de celle-ci et de vous dire à la semaine prochaine. Bye!